Bien, bonjour les investisseurs et aujourd'hui, vidéo un peu différente parce que nous sommes avec Lohan. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aborder la thématique suivante, c'est comment épargner avec un petit salaire. Et c'est pour ça du coup que j'ai invité Lohan sur le plateau. Lohan qui a aussi une chaîne YouTube dont il va nous parler plus tard. Et on essaiera de tenter de répondre à cette question en vous apportant comment dire, des éléments de réponse via l'expérience de Lohan. Et ensuite, à la fin, on débouchera sur une sorte de guideline, un guide pratique pour commencer à épargner, investir, même quand on a un petit salaire, pour justement se dégager une certaine marge financière. Donc, je m'appelle Lohan, j'ai 32 ans et quelques mois. Et donc, j'ai comme toi une petite chaîne YouTube dédiée à l'investissement, à l'épargne, au budget et à l'argent et aux finances personnelles de manière générale, qui s'appelle donc l'épargne 2020. L'épargne 2020. Donc, je pense que avec la notoriété que tu as maintenant, un peu que tu es assez présent sur YouTube, hein, quand je démarre mon application YouTube, je vois à chaque fois tes vidéos. Donc, je pense que les téléspectateurs ont déjà vu une de tes vidéos. Maintenant, vont aller sur ta chaîne s'ils ne connaissent pas encore. Et tu parles d'argent sur ta chaîne, d'épargne hein, principalement. C'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté. J'aime bien ton contenu. Il est très éducatif. Hein, j'adore. Hein, c'est très pédagogique. On apprend plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne, dis-moi? Alors, cette chaîne a été créée donc, il y a bientôt 2 ans, à quelques jours près, donc en juillet 2020, d'où son nom, l'épargne 2020. Et en fait, j'ai créé cette chaîne à la suite du confinement, finalement, pendant le Covid. Où moi, en fait, j'avais un blog en fait avant un petit peu dédié aux finances personnelles que j'ai tenu quelques mois, qui tournait pas des masses, mais je me suis vite rendu compte que le format écrit, ça me convenait pas. Et puis, comme je suis quelqu'un de base très timide, je me suis dit, allez, on va pousser les choses un peu plus loin et je vais me lancer sur YouTube pour, d'un côté, partager ce que j'ai envie de partager, autre que le format écrit, le format blog, et en même temps, faire un vrai exercice de travail sur moi-même pour partager et vaincre ma timidité, en fait. Voilà, donc tout est parti d'ici. C'était un vrai défi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que normalement, pour les personnes timides, c'est plutôt recommandé de faire un blog, d'écrire de longs articles, plutôt que de faire des vidéos. C'est sûr que c'est un autre level, mais en tout cas, c'est bien que tu sois sorti de ta zone de confort. Et il s'appelait comment ce blog? Je sais même plus. Je l'avais appelé Épargne 2020 aussi, je crois, mais je l'ai rapidement supprimé. Je l'ai gardé moins d'un an, en fait. Je me suis vraiment rapidement rendu compte que ça me convenait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et puis, du coup, 2 ans après, clairement, je regrette pas. C'est beaucoup de partage. C'est beaucoup de travail aussi, comme tu le sais, Hmm. puisque tu as une chaîne YouTube toi aussi. Mais c'est une super aventure, vraiment. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. C'est sûr que c'est beaucoup de boulot. Mais après, c'est très gratifiant. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel type de contenu précisément tu partages sur ta chaîne? Parce que c'est vrai que les finances personnelles, ça regroupe à la fois ça peut regrouper l'épargne, ça peut regrouper le minimalisme financier, l'investissement en bourse, l'investissement en crypto-monnaie, même si tu connaissais certainement mon point de vue sur ça. Mais qu'est-ce que tu fais précisément? Est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu fais? Alors moi, précisément, je partage plutôt en fait ma façon de faire et ma façon de gérer mon argent, mes finances personnelles, mon épargne. Je suis plus axé sur le fait, pour les personnes qui ont un petit salaire, dans le sens où moi j'ai un petit salaire puisque je suis cuisinier, je gagne actuellement 1300, un peu plus de 1 300 € par mois. Et du coup, le but pour moi, en fait, c'est vraiment de partager mon expérience et de montrer au plus grand nombre de personnes, en plus, encore plus avec le contexte actuel, que ce n'est pas parce qu'on a un petit salaire qu'on ne peut rien faire avec son argent. Et du coup, le but de ma chaîne, c'est vraiment donc en partageant des budgets, que ce soit le mien ou maintenant ceux d'autres abonnés, en parlant d'épargne, quoi faire avec son épargne, comment protéger son épargne, de montrer qu'en fait, finalement, ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas 5 000 € par mois qu'on ne peut absolument rien faire et pas prendre soin de son argent. Tout à fait, effectivement. Donc, tu es cuisinier. On va parler de ton salaire après, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui s'identifient à toi parce que c'est souvent
À tort, d'ailleurs, les gens pensent qu'il faut gagner 4 000 € pour réussir à épargner et investir, alors qu'on a des personnes qui gagnent ces montants et qui claquent tout à la fin du mois. Donc, quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment sur ta chaîne? Et sur quelle thématique? Enfin, Alors, où est-ce que tu vois les besoins, en France du moins? Parce que moi, je trouve que même si on commence à avoir du contenu très intéressant sur le sujet, hein, on est encore un peu largué. eh ben, les Français, il faut dire ce qui est, déjà tu le sais, tu as déjà dû t'en rendre compte avec ta chaîne, totalement de parler d'argent. Euh, du coup, je pense déjà, moi, ce qui accroche avec les abonnés, c'est la transparence, parce que je partage mes chiffres, voilà, je partage mon salaire, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai des questions qui reviennent souvent, qui sont la première que j'aime pas forcément, mais qui revient très souvent, c'est je reçois des messages privés ou en commentaire, comment gagner de l'argent rapidement et sans rien faire. Donc ça, Ah, c'est, très je intéressant crois, ça. la première question que je reçois les plus. Donc, gagner de l'argent rapidement, c'est possible dans certains cas. Sans rien faire, moi perso, je ne suis pas pro du sans rien faire. Il y a forcément un moment où, si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir faire quelque chose. C'est ce que j'expose un petit peu dans mes vidéos, de toute façon, parce que même si je parle de revenus passifs, les revenus totalement passifs, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment où on va devoir intervenir, fournir du travail. Voilà, c'est logique. Ça, c'est plutôt une question, voilà, la simplicité, quoi. Je claque des doigts, je veux avoir de l'argent, comment je fais? Donc, moi, je réponds pas forcément à ce genre de message parce que c'est pas quelque chose que je véhicule par ma chaîne. Par contre, après, les deux questions qui reviennent le plus, c'est finalement comment réussir à épargner et comment investir alors que je n'ai aucune connaissance. Comment démarrer de zéro l'investissement? Je veux faire fructifier mon argent, mais je ne sais pas comment faire. Comment faire ça? Donc voilà, ça c'est clairement les deux questions qui reviennent le plus dans les commentaires. Comment faire fructifier? Ok, effectivement. Donc, toi, tu étais vraiment sur une approche long terme, hein, c'est ça, hein? C'est ça, clairement, ouais. Ouais. Pour moi, beaucoup plus sécurisé. Je suis passé par, on va faire une petite aparté, par la bourse, pas en court terme, donc pas de trading, mais j'ai fait des belles erreurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que j'ai fait des erreurs débutants, euh, où je me suis lancé sans avoir aucune connaissance. Clairement, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables qu'un débutant pouvait faire en bourse. Ouais, effectivement, effectivement. Là, tu parles de trading, c'est très important, hein, ça rejoint gagner de l'argent rapidement sans rien faire. Mais effectivement, on le verra après. Qu'est-ce que je voulais te demander encore? Là, du coup, tu as eu des questions, tu partages du contenu. Et quel portrait tu dresses actuellement de la situation actuelle en France en termes de connaissances financières des Français? Qu'est-ce que toi, tu as pu remarquer? Eh bien, malheureusement, assez limité, je dirais, parce que la plupart des Français, en fait, et je le comprends, comme l'argent est tabou, la seule personne avec qui ils arrivent à parler d'argent, c'est finalement leur banquier, dans leur agence bancaire classique, leur conseiller bancaire, et ils font confiance, ce que je comprends aussi, à leur banquier. Sauf que moi, je dis toujours, un banquier, c'est pas un investisseur, c'est un vendeur, un banquier. Donc forcément, il va vous dire que tel ou tel produit va vous envoyer vers telle ou telle chose qui correspondra même pas forcément à votre profil, mais entre guillemets, simplement pour toucher sa commission. Et les banques et les institutions financières se cachent derrière un vocabulaire super compliqué que les gens n'ont surtout pas envie de comprendre. Du coup, les personnes, les Français disent, bon, bah, moi, je comprends rien, je laisse faire mon banquier, et du coup, ne s'intéressent pas à leur argent et leurs finances personnelles. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve malheureusement dans des situations déplorables, parce que finalement, on a d'un côté les banques avec leur vocabulaire super compliqué, et d'un autre côté, on n'apprend pas à l'école à gérer son argent, on apprend à compter, on apprend à lire, mais on n'apprend ni à gérer un budget, ni à tenir un budget, ni à savoir comment bien faire fructifier son argent. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Donc, clairement, le constat, c'est que pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis, encore une fois, l'argent en France, c'est tabou. Les Français voudraient avoir plus d'argent, mais d'un autre côté, sont un petit peu jaloux du voisin qui va gagner plus qu'eux parce que l'argent est tabou. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Tout le monde veut gagner plus d'argent, mais on est jaloux du voisin. Tout le monde veut faire fructifier son argent, mais on n'a pas envie de se prendre la tête à savoir comment faire.
Donc voilà, c'est pas pour moi le constat au niveau du comportement de la plupart des Français, c'est qu'il y a encore énormément de boulot à faire et je pense que c'est pour ça que les chaînes comme la tienne, comme les miennes, comme ceux d'autres YouTubeurs fonctionnent de plus en plus d'ailleurs. Parce que les gens, je pense, encore plus depuis le Covid, ont envie de reprendre, de prendre ou de reprendre leurs finances personnelles en main. Effectivement, après, j'ai l'impression qu'il y a cette envie, mais pas non plus la nécessité de le faire, tu vois. Tu compares par exemple notre nombre d'abonnés et notre nombre de vues par rapport à d'autres chaînes comme des chaînes sur le trading ou le dropshipping, ou bien même des trucs de divertissement, et tu vois que c'est assez anecdotique. Petite anecdote, hein, je fais une petite digression, mais hier, je regardais une vidéo sur la fiscalité immobilière parce que c'est vrai que je m'intéresse à ce sujet en ce moment. Et la vidéo, je la trouve incroyable et je regarde le nombre de vues. 2000 vues. 2000 vues, alors que à côté, t'as des vidéos comme Squeezie où le mec, il va faire des vidéos voilà, de divertissement où il va, je sais pas, construire des trucs sur Minecraft. Ça fait 5 millions, quoi. Donc, je pense qu'on en est au début, Mm. effectivement, et que progressivement, tout comme toi, c'est ce que je pense aussi comme toi, hein, c'est que les Français vont progressivement investir avec plus de, comment dire, de confiance, que ce soit en bourse ou sur d'autres véhicules. Et tu parlais de la banque, c'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà été contacté par ton conseiller bancaire pour l'un ou l'autre placement? Je pense que certains téléspectateurs pourraient s'identifier. Je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre nous déjà. Bien sûr, bien sûr. On a tous eu, et moi le premier, quand j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles, mais sans avoir énormément de connaissances sur le sujet, même si j'estime pas avoir énormément de connaissances, on continue à apprendre, toi, moi, les autres, tout au long de notre vie. J'ai été contacté et je me suis fait avoir, entre guillemets, aussi, où le banquier à l'époque m'a dit, il faut prendre ça, c'est super, vous avez un petit peu d'épargne. Et puis, moi, j'ai dit, bah oui, c'est son métier, il connaît, il sait, il me conseille, c'est un vrai conseil qu'il me donne. Et puis en fait, c'était une connerie monstrueuse. Et puis ça a été une galère pas possible. J'ai payé des frais qui n'étaient pas prévus. Enfin voilà, ça a été 2 ans de galère à l'époque ouais, pour un produit bancaire qui rapportait rien, puisqu'il rapportait 1,5% plus des frais. Voilà, je suis sûr que j'avais une performance négative là-dessus d'ailleurs à l'époque. C'était quoi? Mais ça faisait partie des erreurs. C'était des parts sociales dans ma banque classique. Ah, il Les t'a petites parts proposé sociales, t'aimes donc. bien? Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, il m'a proposé des parts sociales, puis moi, j'avais 20 ans, je connaissais pas grand-chose aux finances personnelles. Il m'a expliqué en 3 minutes et j'ai dit, bon, bah allez, ouais, on en prend un peu et puis on verra. Et puis, bref, on pourrait en parler 20 minutes, mais je me suis fait avoir clairement à cette époque-là, à ce moment-là, par mon banquier, quoi. Maintenant, les choses ont bien changé parce que c'est rigolo. Maintenant, c'est euh, plutôt mon conseiller bancaire qui va me poser des questions et presque me demander des conseils parfois sur ce que je pense de ses propres investissements. Et la dernière fois, il m'a montré son portefeuille boursier, il m'a demandé ce que j'en pensais. J'étais mort de rire. Je me suis dit, mince, je vais prendre sa chaise, quoi. C'était rigolo, quoi, comme situation. C'était super cocasse. Oui, mais de toute façon, quand tu bosses en banque, tu n'as pas de formation qui t'apprend à investir sur les marchés. On te donne une guideline, des supports écrits ou audio, visuels sur les produits que tu dois vendre avec les instructions, les frais, tout ce que tu dois savoir. Mais en soi, tu ne sais pas investir. Enfin, tu étais juste le relais entre le Bien sûr, client et les produits de la banque, quoi. exactement. Bah, écoute, je pense que déjà cette anecdote, elle va être bénéfique à beaucoup d'entre nous, beaucoup de téléspectateurs. Donc, si votre banquier il appelle, hein, vous lui raccrochez pas au nez, bien entendu, hein. Vous jouez un peu le jeu dans la conversation et progressivement vous désamorcez, vous sortez quelques mots comme les ETF et compagnie, et je pense qu'il comprendra assez rapidement qu'il est tombé sur septième dan, on va dire. C'est ça. Euh, Et puis si on parle maintenant. Ouais, dis-moi, résumer dis-moi. Ouais. encore, j'allais dire pour résumer en fait encore plus simplement, euh, c'est votre argent, c'est à vous de prendre les choses en main. Ne comptez pas sur les banques, ne comptez pas sur l'État ou quoi que ce soit. C'est votre argent, il n'y a que vous qui allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre argent en fonction de tout un tas de choses, votre profil, votre âge, vos objectifs.
mais ne vous laissez pas avoir par les banques. On a besoin des banques, les banques sont obligatoires, c'est clair, on a besoin des banques pour vivre, pour tout un tas de choses, mais ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des vendeurs. Donc voilà, votre argent, il faut en prendre soin vous-même et ne pas écouter uniquement les conseils de votre banquier, tout simplement. J'espère que vous avez bien écouté ce conseil, hein. J'espère que vous avez bien écouté ce conseil. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Donc, si on revient un peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous rappeler ton métier, combien est-ce que tu gagnes et comment tu as commencé à t'intéresser au minimalisme, puis à l'investissement par la suite? Alors, donc, je suis cuisinier de métier. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, donc j'en ai aujourd'hui 32. J'ai toujours fait ce métier, c'est toujours le métier que j'ai voulu faire. Je me suis rapidement rendu compte, forcément, vous le savez très certainement, c'est un métier qui est difficile physiquement au niveau des horaires. Les salaires sont très bas par rapport au travail à fournir. C'est pour ça qu'il y a une crise d'ailleurs actuellement dans la restauration. Et je me suis rapidement rendu compte, je me rappelle encore à 18 ans, quand j'ai eu mon premier job, donc en restauration, il n'y a pas d'heures supplémentaires, ça n'existe pas dans 95% des entreprises. Je me rappelle, j'ai eu ma première fiche de paye, j'avais bossé comme un porc à l'époque, et bon, c'était mon premier job évidemment. Je me rappelle, à la fin du mois, j'ai eu ma fiche de paye avec 1033 euros net, donc c'était en 2008. Et j'ai dit, mince, j'ai travaillé peut-être 60 ou 70 heures, et là, on vient de me tendre une fiche de paye avec 1033 euros net. Euh, C'était mon premier mois de boulot, et je me rappelle, ça a fait une sorte de déclic. Je me suis dit, est-ce que je vais faire ça pendant 40 et quelques années? Donc après, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai jamais arrêté de travailler en restauration. Mais déjà, enfant, voilà, ça m'arrivait de travailler, d'aider mes parents. Voilà, ils m'ont inculqué des valeurs où on travaillait, on aidait et on avait un petit peu d'argent de poche. Et du coup, moi, déjà, j'avais ce réflexe d'économiser enfant pour m'acheter des choses qui pouvaient me faire plaisir, voilà, accumuler des petites sommes d'argent pour me faire plaisir. Du coup, j'ai toujours eu, je pense, ce réflexe d'épargner, en fait. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a fait, dès enfant, mettre un premier pied, en fait, dans l'épargne, tout simplement. Après, au niveau du minimalisme, en fait, ça, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, même si je ne me définis pas personnellement comme minimalisme, dans le sens où un minimalisme, c'est quelqu'un qui va avoir peu de possessions matérielles la plupart du temps. Donc, moi, j'ai peu de possessions matérielles, mais je ne me suis pas intéressé au minimalisme. C'est le minimalisme qui est un petit peu venu à moi, dans le sens où je voulais faire du tri chez moi et j'ai fait comme beaucoup de gens sur YouTube, j'ai tapé faire du tri placard ou faire du tri dans sa maison. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un mouvement, donc le mouvement minimaliste, qui existait. Et en fait, j'étais entre guillemets minimaliste sans forcément le savoir avant, en fait, tout simplement. Et comme j'ai toujours vécu avec des petits salaires, même s'il y a eu des périodes où j'ai gagné plus de 2 000 € par mois, j'ai toujours eu cette habitude de vivre avec peu d'argent. Donc là, on se rapproche plus du minimalisme financier pour le coup. Et du coup, en fait, je n'ai pas changé ma façon de vivre, que je gagne 1 000 €, 1 300, ce qui est mon salaire actuel, un peu plus de 1 300 € par mois, ou à l'époque où je gagnais plus de 2 000 €, j'ai toujours vécu de la même façon, en fait. Voilà. Ce qui est un avantage, parce que c'est plus facile dans ce sens-là que l'inverse. Moi, quand j'ai quitté le job où j'étais avant, où je gagnais donc 2 000 € pour un confort de vie, parce que je travaillais énormément en coupure, en restauration, je travaillais tous les week-ends, les midis, le soir, je faisais 80 heures par semaine. Et donc, je suis parti, les gens m'ont pris pour un fou quand j'aurais dit, je quitte un boulot où je gagne 2 000 € par mois pour un boulot où je vais en gagner 1 300. Donc oui, c'est vrai, sur le papier, ça ne fait pas rêver, mais ça m'a permis de dégager beaucoup de temps pour, par exemple, notamment démarrer cette chaîne YouTube et démarrer des projets et investir du temps, parce que du temps, ça s'investit aussi, c'est un investissement en temps, pour moi, pour faire quelque chose pour moi, pour plus tard. D'accord, ok. Bah, très intéressant en tout cas, très intéressant. Donc, tu me dis que tu as commencé à travailler en 2008, c'est ça, hein? C'est ça. Et est-ce que tu 2008, t'étais… ouais, je suis sorti de mon bac pro et puis j'ai attaqué tout de suite. Ouais, donc finalement, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de pas de problème. Et finalement, cette ascension, tu l'as faite progressivement. Tu me disais aussi que tu nous disais que as commencé à t'intéresser à l'investissement, mais en 2008, finalement,
à part la crise financière, à part les subprimes, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Est-ce que tu avais déjà commencé à faire des recherches sur l'investissement quand tu as commencé à bosser ou c'est venu quand exactement? Enfin, ta première trouvaille, on va dire. Alors, j'ai énormément lu, j'ai fait comme beaucoup. J'ai beaucoup lu des blogs, il y avait déjà quelques vidéos YouTube. 2008, 2008 ou 2009, si je dis pas de bêtises, c'est en plein le début des crypto-monnaies, donc du Bitcoin. Je me rappelle des premières pubs, des pop-up sur Internet où on avait des pubs pour acheter du Bitcoin. Voilà, moi je me renseignais, mais je suis absolument pas passé à l'action, euh, qui était une grosse erreur, pendant 3 ans, je crois. Jusqu'à 21 ou 22 ans, j'ai absolument rien fait. J'ai consommé du contenu, j'ai lu des livres, mais j'ai strictement rien fait. J'ai pas investi un Hmm. euro parce que, comme beaucoup de Français, la peur, la peur de perdre de l'argent, puisqu'on nous dit que l'investissement c'est risqué et qu'on peut perdre du capital, ce qui est vrai, la peur de perdre de l'argent était beaucoup plus que finalement d'en gagner. Du coup, forcément, j'ai rien fait. Voilà. Donc Pendant ça, 3 ans, ouais. 3 ans à peu près. Et puis petit à petit, ouais, pendant 3 ans, c'était long, hein. J'ai perdu 3 ans. Maintenant, c'est ce que je me dis, j'ai perdu 3 ans. Donc, je suis passé à l'action, tant mieux, heureusement, mais j'ai perdu 3 ans. Une fois que tu as compris le mécanisme des intérêts composés et que tu connais déjà, tu te dis, bah mince, j'ai perdu 3 ans, quoi. Voilà. Ah, c'est sûr que plus tu commences tôt, mieux c'est, on va dire, hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une époque fantastique, hein, parce qu'en 2008, hein, si tu remontes, hein, on n'avait pas les courtiers en ligne. On avait peut-être Bourse Direct, Boursorama, mais c'était absolument pas démocratisé le Ouais, fait Bourse Direct de. existait déjà, je crois. C'était Ouais, les tout débuts, en tout cas. ouais, ouais, mais ils existent depuis une trentaine d'années maintenant, il me semble. Mais c'est vrai qu'en 2008, on avait quasiment comment dire, aucune information sur le sujet, à part des livres assez techniques. Et je trouve que maintenant, là, en 2022, au moment où on tourne cette vidéo, bah, tu as tellement d'informations que tu peux commencer à investir du jour au lendemain parce que tu n'as pas besoin de pas de compétences par contre, mais t'as pas besoin de faire de visites par exemple, de créer un réseau, pas comme dans l'immobilier en fait, hein, ça peut prendre beaucoup plus de temps et en ce moment je suis dedans, le temps de faire ton dossier à la banque qui soit accepté, le temps de rassembler un apport aussi parce que c'est beaucoup d'argent par moment, enfin, ça dépend des projets, mais ça peut représenter pas mal d'argent. Contrairement à l'immobilier, avec la bourse, tu peux investir du jour au lendemain. Donc, si on a des téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont intéressés par l'investissement, l'épargne, eh bien, ils peuvent commencer dès demain, on va dire. Et est-ce que, comment dire, c'est quoi la première chose que tu as découvert sur l'investissement? Est-ce que c'était sur des actions, des fonds d'investissement? Alors, la première chose que j'ai ouvert en termes d'investissement, où j'avais fait encore une belle erreur, j'ai ouvert une assurance vie. Donc, ouvrir une assurance vie, c'était pas une erreur. Ça, je l'ai fait à 18 ans, dès que j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai eu un bon réflexe. J'avais lu plein de choses sur l'assurance vie. J'ai ouvert une assurance vie. Mais j'ai fait l'erreur de l'ouvrir dans ma banque classique, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les courtiers ou les vendeurs d'assurance vie en ligne, comme on peut trouver maintenant, en fait, finalement. Et donc, j'ai ouvert une assurance vie dans ma banque classique où je payais une blinde de frais. Je payais, je crois, 3% de frais d'entrée. Donc, dès que je versais 100 euros, eux, ils en prenaient déjà 3. Je payais des frais de sortie, ça devait être 3% aussi. Si jamais je voulais retirer de l'argent, je devais payer 5% de frais de gestion annuels. Enfin, c'était la folie, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte ben, petit à petit, en continuant d'apprendre, en fait. Voilà, j'étais pressé parce que je voulais faire quelque chose pour mon argent, mais je n'avais pas assez de connaissances nécessaires pour bien le faire. Donc, c'est pour ça que je disais que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais juste précédemment sur le fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'investir, c'est vrai parce que tu l'as dit, il y a Internet et il y a surtout le téléphone. Maintenant, avec le téléphone, tout est disponible. Les courtiers, des applications, on peut investir, acheter des actions, les vendre, acheter des ETF, les vendre. On peut tout faire de son téléphone et c'est pour ça que c'est devenu très simple et autant démocratisé en fait. Et c'est tant mieux en fait. Ah, tout à fait. Là, tu peux investir, voilà, tu peux investir pendant que je te parle avec le café. Tu peux acheter des parts d'actions, des parts d'ETF. Après, même si on va pas encore en parler, on évoquera par la suite, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Mais les ETF, C'est comment clair. dire, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, mais
Tu nous dis qu'en 2008, tu as ouvert donc ton contrat d'assurance vie. Et est-ce que tu te souviens sur quoi tu étais investi ou pas? Parce qu'une assurance vie, c'est l'enveloppe fiscale, mais tu peux J'avais mettre un pas mal petit de peu choses. Ouais. j'avais un petit peu de fonds euros à l'époque, mais j'étais investi pas mal en unité de compte, donc sur les marchés financiers finalement. Et j'avais une bonne plus-value, en fait. Sur le papier, quand je me connectais sur mon espace, j'avais une super plus-value, sauf que ma plus-value, elle était plus que bouffée par tous les frais engrangés par la banque, quoi, que ce soit les frais de gestion, les frais d'entrée, les frais d'arbitrage. Mais ça, je ne me rendais pas compte, parce qu'ils ne te mettent pas, j'avais 18, 20 ans, donc je l'ai gardé 5 ans, je crois, cette assurance vie. Euh, je... Ils ne te donnent pas à la banque les chiffres, ils ne disent pas tout. Tu reçois un relevé de frais annuels que tu ne regardes pas, comme beaucoup de gens. Et puis voilà, toi tu regardes, tu vois que tel fonds, tu es à plus 16%, tu te dis bah c'est cool, je fais plus 16%, mais tu enlèves 3% de frais d'entrée, 3% de frais de sortie, 5% de frais de gestion, et ça, et à la fin tu fais bah mince, j'aurais mieux fait de laisser à l'époque tout sur mon livret A et j'aurais eu une meilleure performance, quoi. Ouais, le taux du livret A en 2008, je le connais pas, mais je pense qu'il était plus, comment dire, plus élevé Peut-être à qu'aujourd'hui, on va dire. 3%. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce Donc que, voilà. comment dire, l'assurance vie, enfin, à travers cette expérience, ça montre quand même que tu étais sensible déjà au fait d'épargner, au fait d'investir. Et c'est quelque chose qui est assez rare pour un garçon, on va dire, de 18 ans. Très peu de gens à Mhm. 18 ans ont cette démarche de mettre de l'argent de côté et d'ouvrir une assurance vie. C'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle encore quand j'ai débarqué dans mon agence, j'avais rendez-vous donc avec le conseiller pour ouvrir une assurance vie. Il m'avait dit, il était un peu choqué en mode mais pourquoi vous voulez ouvrir une assurance vie à 18 ans? J'ai jamais ouvert un contrat d'assurance vie à une personne de 18 ans. Donc voilà, d'un côté, je disais mince, est-ce que je fais une connerie? Non, oui, non. Donc j'avais une partie des informations qui me disait il faut que je le fasse, mais j'étais pas assez calé, tu vois, sur toute la partie frais qui ont fait que finalement c'était une erreur. Donc d'un côté c'était bien, mais de l'autre côté j'ai perdu de l'argent clairement avec ce contrat d'assurance. Mais En c'était un plus, premier pas. en plus des Et comme 3 on ans. apprend de chaque erreur, c'est ça, Ouais, c'est écoute, ça. Et après du coup, ouais, euh, dis-nous, ouais. dans la foulée, j'ai ouvert un PEA, donc un plan épargne en action. Et, euh, et j'ai acheté mes premières actions individuelles. Encore une fois, sans beaucoup de connaissances, j'avais trop peur, donc en fait, j'achetais clairement un peu au pif les actions un peu à la mode, ou quand je lisais un article Ah, sur. et je te coupe 2 secondes. Et, je pense que parmi nos viewers, on a des personnes qui sont néophytes dans l'investissement, qui n'ont jamais entendu parler, que ce soit de PEA ou même d'assurance vie. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Rapidement. Alors, le PEA, donc c'est le plan épargne action, c'est une des Ouais. deux enveloppes pour investir en bourse en France. Vous avez le PEA, donc le plan épargne en action, et le CTO, le compte titre ordinaire. Le PEA est principalement fait pour acheter des entreprises ou des ETF, donc des paniers d'actions, dont le siège social sont des entreprises françaises ou européennes. L'avantage du PEA, c'est que vous avez une fiscalité avantageuse à partir de 5 ans de détention. Vous ne payez plus 30% d'imposition et de taxes sur la plus-value, mais vous ne payez plus que 17,2% après ces 5 ans de détention. Par contre, il y a une contrepartie, c'est que l'argent est plus ou moins bloqué. Il n'est pas bloqué, mais si vous retirez de l'argent avant les 5 ans pour atteindre cette date fiscale des 5 ans qui débloque l'avantage fiscal, vous allez tout simplement clôturer automatiquement votre PEA. C'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant, quand on ouvre un PEA, de le faire le plus tôt possible, dans le bon établissement où vous ne serez pas bouffé par tous les frais annexes, pour prendre date en fait et laisser courir déjà les 5 années. Voilà. Et l'assurance vie, c'est une enveloppe aussi pour investir ou pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans une assurance vie le fonds euro qui est totalement sécurisé, en tout cas sur le papier. Et donc une enveloppe, on l'appelle clairement le couteau suisse de l'investisseur parce que l'assurance vie, on met ce qu'on veut dedans. En fait, dire j'ai ouvert une assurance vie, ça veut tout dire et rien dire. Dans une assurance vie, on peut mettre des fonds euros, donc à capital garanti,
Si vous mettez 10 000 euros sur un fonds euro, vous ne pouvez pas vous retrouver avec 8 000 euros, vous ne pouvez pas perdre votre argent. Et par contre, on peut mettre aussi ce qu'on appelle des unités de compte, où là, on peut investir sur les marchés financiers purement et simplement. Là aussi, la fiscalité de l'assurance vie, elle est assez compliquée en fonction de la date où vous avez ouvert votre assurance vie, du temps de détention de vos titres et de tout un tas d'autres choses encore. Ça mériterait 3 heures de vidéo, enfin pas 3 heures, mais 2 heures de vidéo juste sur le sujet de l'assurance vie et de sa fiscalité. Mais voilà, beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de Français ont une assurance Ouais. vie. Je Il y a crois que une c'est l'un des placements confusion, ouais. préférés. C'est vrai que les Français connaissent l'assurance vie. Je crois que c'est un des placements préférés des Français, il me semble, hein, avec un encours je crois qu'il y a l'encours moyen, c'est 30-40 000. Et c'est vrai que le PEA, c'est une enveloppe qui est assez peu utilisée finalement. Alors, je crois qu'il y a eu une explosion des ouvertures de PEA en mars-avril 2020 pendant le Covid. Je crois qu'il y a eu plus de 150% d'ouverture par rapport à 2019 parce que les gens se sont mis pendant le confinement à s'intéresser un peu juste après la chute de la bourse en mars 2020, Ah ouais, ouais, ouais. pendant la crise Covid, se sont rendus compte qu'il y avait des opportunités financières et c'est vrai que les choses ont explosé à ce moment-là, quoi. Ça a été impressionnant. Je pense qu'on était plus sur une perspective de trading en mars 2020. Parce que je me souviens d'un message de Et- De Giro parce que je cherchais à commencer à investir sur les actions américaines et il y avait une Mhm. suspension d'ouverture des comptes parce que les gens ouvraient des comptes en masse et ils voulaient absolument profiter de la baisse. Il me semble qu'elle était je ne sais plus exactement, mais on avait perdu 40%. Sur certaines valeurs, je Ouais, me c'était souviens à d'avoir fait. 40%. Ouais, c'était 40, hein. Et je pense Mhm. finalement que C'est ça. ces ouvertures de PEA, quand je fais le croisement avec toutes les informations, c'était pas pour l'investissement long terme, c'était parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube et parce qu'ils avaient envie de faire plus 40 rapidement. Donc, on en revient toujours Mhm. comment dire, à ce débat de l'enrichissement rapide. Mais de toute façon, je crois que même moi à l'époque, hein, quand tu découvres la bourse et tu te dis je veux investir en bourse, tu as cette image du trader ou du mec qui est devant 3 écrans, 8 heures par jour, à regarder des graphiques, à Mm. tracer des courbes. Et voilà, c'est l'image que je pense 99% des personnes ont quand on parle d'investissement en bourse. Alors que finalement, l'investissement en bourse, encore une fois, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux investir, faire du trading sur le très court terme, avoir un objectif un peu plus long terme, moyen terme, faire du swing trading, ou un objectif très long terme. Ce qui est d'ailleurs, moi, ce que je préfère, parce que oui, ça peut paraître ennuyeux, on s'enrichit doucement, mais on s'enrichit sûrement. Je préfère mettre 20 ans, 30 ans à m'enrichir doucement plutôt que de peut-être prendre 1000% en 10 jours, mais tout perdre au 11e jour. Voilà. Encore une fois, c'est en fonction des goûts de chacun et de l'appétence au risque de chacun. Et je pense aussi que le fait d'apprendre comment dire, si tu commences à investir avec une personne voilà, une personne spécialisée dans le trading, t'as pas la même, comment dire, la même a priori sur l'investissement que si tu investissais avec des mecs comme nous qui te disent, bah, finalement, bah, les objectifs, tu vas les atteindre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quoi. Je pense que à ce niveau-là, c'est très important de Mhm. choisir Oui, les tout à personnes que fait. vous Ouais. suivez, hein. Parce que ouais, je vois même dans d'autres domaines, hein, tu peux vite tomber sur sur des petits escrocs, quoi. Et surtout, là où il y a de l'argent, là où ça parle de thunes, Ouais, bah, c'est c'est valable là pour où. tout. Je voyais l'autre jour des vidéos sur, je vais pas dire le nom exact, mais je voyais des vidéos sur des sortes de MLM, des trucs pyramidaux où tu devais recruter des gens pour ensuite que eux recrutent d'autres personnes qui vont vendre des produits par la suite et tu prends une commission sur chaque produit qui est vendu. C'est assez effrayant, on va dire. Bah, c'est effrayant dans le sens où, en plus, la plupart du temps, il n'y a pas de produit derrière. Dans ce genre de montage de Ponzi, quoi, il n'y a pas de vrai produit. Les gens sont persuadés de vendre un produit, mais en fait, la seule chose qui les fait vivre, entre guillemets, c'est les personnes qui vont recruter, qui vont payer pour pouvoir rentrer dans la boîte, etc. Et puis le jour où il n'y a plus personne qui veut rentrer, eh ben, tout s'écroule et puis tu te rends compte que tu as perdu du fric, quoi. Et que tu as perdu Il y en a encore surtout des années qui... d'intérêt composé. Exactement. Exactement. Alors, on reprend juste la vidéo parce qu'on a été coupé par les 40 minutes de Zoom. On parlait du PEA et de l'assurance vie.
Mais finalement, dans un D'accord. PEA, tu choisissais tes actions parce que, comment dire, je fais un petit parallèle, mais pour nos auditeurs, mais dans l'assurance vie, ce qu'on met principalement, et tu l'as très bien dit avant, c'était principalement des fonds. Des fonds d'ailleurs qui te ponctionnent des frais. Mhm. Tu peux mettre des fonds investis sur des obligations qui sont de la dette, soit des dettes d'entreprise, soit des dettes d'État, des fonds en actions. Donc, par exemple, un fonds composé d'actions françaises du secteur biotech, ou je ne sais pas, même si ce n'est pas une très bonne idée entre nous. Et tu as le PEA. Donc, dans le PEA, pour nos auditeurs, effectivement, tu l'as très bien expliqué, c'est qu'on a cet avantage fiscal. On peut mettre des actions dans le PEA, certains fonds également. Mais moi, personnellement, ce que je vois sur le PEA, c'est que c'est principalement sur des actions ou on va pas parler des ETF, mais c'est principalement sur des actions où tu dois faire tes propres choix. Donc, au moment où tu as commencé à investir sur le PEA, est-ce que tu avais une méthodologie? Est-ce que tu savais vraiment ce que tu faisais ou j'ai vu ton le froncement J'avais de son- j'avais zéro stratégie, Très zéro intéressant. méthodologie. Je savais que je voulais faire fructifier mon argent, mais il n'y avait pas encore, voilà, 2000, donc j'ai bossé en 2008, j'avais 18 ans, donc là on est en 2010, donc j'avais 19-20 ans. J'étais un bébé, quoi. J'étais un bébé et c'est pour ça que ça me fait rire maintenant parce que ouais, j'ai perdu peut-être des milliers d'euros en bourse en faisant des conneries, toutes les conneries possibles et inimaginables à cette époque-là, en tout cas. Euh, En achetant des choses, même des fois, je suis presque persuadé que j'ai eu acheté des actions, je ne savais même pas ce que l'entreprise faisait, tu vois. En fait, je cherchais des informations un peu sur Google, mais voilà, sans méthodologie. Et puis d'un coup, je tombais sur un article qui parlait de telle société. Je dis, ah, c'est pas mal, vas-y, j'en achète un peu, je peux mettre un petit billet. Du coup, je passais des ordres, j'en passais une tonne, et puis 3 jours après, je revendais. Donc, vas-y, tu repayes des frais de courtage parce que mon PEA, en plus, j'avais fait la connerie de l'ouvrir dans ma banque traditionnelle. Donc, encore une fois, je payais une blinde de frais. Voilà. Je m'étais vraiment, je lisais beaucoup sur tout le côté investissement, mais je ne m'étais pas du tout renseigné sur tout le côté frais, à quoi faire attention. Et puis, voilà, surtout, j'avais aucune méthode. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Donc, j'ai eu quelques plus-values, j'ai eu beaucoup de moins-values. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, il faut que je structure tout ça. Il faut que je me réveille, parce que là, je suis en train de perdre de Il y a les l'argent. Je intérêts gagnais voilà, composés là 1000 qui tournent dans euros le vide. par mois. Ouais, c'est ça. Non, puis, je gagnais 1000 euros par mois à l'époque, du coup, qui était le SMIC à l'époque, quoi, le SMIC hôtelier. Du coup, je disais, mais ça sert à quoi? En fait, je me bats pour gagner plus d'argent et en fait, j'arrive à épargner, c'est super malgré le fait que je gagne 1000 euros, mais je perds ce que j'investis parce que j'ai pas de méthode et parce que j'ai pas assez de connaissances. Donc là, c'est le moment où je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et je me suis mis à vraiment chercher une stratégie, lire sur vraiment des livres beaucoup plus poussés sur l'investissement en bourse, les stratégies dividendes, comment sur les fonds d'investissement, sur la fiscalité, sur toutes les parties où j'avais des énormes lacunes, en fait, tout simplement. Et puis petit à petit, du coup, à l'époque, du coup, quelques années plus tard, j'ai construit un premier portefeuille à dividendes avec des actions individuelles. Voilà. Qui était D'accord. plutôt bien construit, du coup, pour le coup, après. Bah, c'est très intéressant là, ce que tu nous dis sur le PEA parce que on est clairement dans être son propre conseil d'investissement. Tu sais, quand tu as un PEA, moi je pense que tu seras Mhm. d'accord avec moi, mais tu es livré à toi-même. Tu as des milliers, des dizaines, même Exact. si c'est des centaines de milliers d'actions disponibles sur le marché. Personne ne te dit ce que tu as à faire. D'un autre côté, tu n'as pas de frais à payer. Tu n'as pas de frais de gestion, tu n'as pas de frais d'entrée, tu n'as pas de frais de sortie. Et ça fait peur. Parce que pour avoir des résultats derrière, bah, disons qu'il ne suffit pas juste d'acheter. Et si tu regardes le cheminement pour faire du fric avec un PEA, même si maintenant on sait que c'est, avec les connaissances, on sait que c'est pas si compliqué que ça, mais tu as déjà l'étape de la prise de conscience. Après, tu as l'étape de l'épargne. Et après, tu te dis, bon, bah, maintenant, il faut que je me lance, quoi. Et je pense que c'est une des étapes la plus compliquée Mhm. parce que tu te fais un tas de scénarios dans ta tête. Et une fois que tu as réussi à sauter le pas,
eh bien, tu dois avoir des performances. Et du coup, le processus, il est assez compliqué, on va dire. Mais je ne sais pas si tu voulais rebondir dessus. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi sur malgré le fait que j'ai fait des énormes conneries parce que je ne savais pas ce que j'achetais, je ne savais pas voilà, dans quoi j'investissais, clairement. Je me rappelle que je suis resté bloqué quelques mois, malgré ces erreurs, à être devant mon écran, juste avant de cliquer sur acheter. Puis non, puis je fermais la page, j'avais trop peur. Je disais, bah non, non. J'étais bloqué, comme je pense ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de Français sur le fait d'investir son argent, notamment en bourse, parce que bourse, pour la plupart des Français, égale risque, forcément. Et je me rappelle, une fois que je me suis fait violence et que j'ai fait mon premier ordre d'achat, même si ça avait été une pure connerie, bah, j'ai vu, vous avez acheté telle action, tant d'actions de telle entreprise, je me rappelle même plus ce que c'était, et je me suis dit, bah, c'est tout, ça y est, c'est ça, je l'avais bloqué peut-être 6 mois sur un clic, quoi. C'est un clic. Enfin, c'est un clic. Oui, c'est à portée de clic, mais après, moi, j'avais pas la réflexion derrière de dire, bon, bah, j'achète ça parce que pour les bonnes ou telle raison, voilà, j'avais pas de stratégie. Mais j'ai été bloqué, ouais, quelques temps, comme beaucoup, je pense. Bloqué, effectivement. Tu as beaucoup de personnes sur ta chaîne ou dans tes groupes de discussion qui sont dans ce cas-là, qui t'envoient des messages à répétition. Moi, ça m'arrive souvent qu'ils t'envoient des messages à répétition et tu relis le même message ou la même personne te renvoie le même message dans 2 ans et elle n'aura toujours rien fait, quoi. Alors, ça arrive souvent, les personnes veulent investir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais donc leur peur, comme moi d'ailleurs, ça a été le cas, est plus forte que l'envie d'investir et l'envie de gagner de l'argent via l'investissement. Du coup, les personnes te contactent, moi en l'occurrence, ça arrive pas souvent, mais régulièrement que les personnes me contactent en me disant, OK, dans quoi je dois investir? Et j'essaye de faire comprendre aux gens que je ne peux pas décider pour elles ce dans quoi elles doivent investir. C'est leur argent. Et d'ailleurs, si elles ne prennent pas la décision sur leur argent, en fait, qu'elles demandent à moi ou à leur banquier, c'est pareil, à part que moi, je ne suis pas commissionné dessus. Mais en plus, si une personne demain vient me voir et me dit, bon, bah, j'ai 1 000 euros, décide dans quoi je veux les investir, la personne, elle n'aura aucun intérêt à suivre ces investissements et s'y intéresser parce que ce n'est pas elle qui a pris la décision. C'est vraiment pour ça que c'est hyper important déjà de se former, de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi, et surtout de prendre vos propres décisions en matière d'investissement en fonction de votre appétence au risque. Donc, est-ce que vous voulez des petits risques ou est-ce que vous êtes prêt à prendre des énormes risques avec votre argent? Encore une fois, avoir une stratégie. Est-ce que si vous investissez en bourse, vous allez par exemple vous diriger vers une stratégie dividende ou une stratégie de capitalisation, pardon, ou est-ce que vous allez avoir une stratégie court terme, très court terme avec du trading? Donc là, vous pouvez avoir des gains faramineux sur un petit laps de temps, mais les risques sont extrêmement élevés. Ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus sécurisé avec une stratégie long terme? Il faut absolument, en fait, avant d'investir, définir votre profil d'investisseur en fonction de votre âge, de votre capital. Est-ce que vous avez une petite somme à investir? Est-ce que vous avez une grosse somme à investir? Est-ce que vous avez déjà un patrimoine ou pas? Il y a tout un tas de critères à prendre en compte et je pense que les personnes sont bloquées parce qu'en fait, elles veulent qu'on leur prenne la main et elles ont peur, mais elles veulent qu'on leur prenne la main et allez, pousse-moi, Ouais. fais-moi investir. Mais moi, je le ferai pas seul. Voilà, c'est ça. Mais à un moment, il va falloir sortir de la zone de confort et y aller. C'est difficile, mais ça dure 10 secondes et une fois que ça sera fait, vous allez vous dire, bah, c'est tout. C'est simple comme tout et vous allez bloquer sur quelque chose qui, en fait, il n'y avait aucune raison de bloquer, en fait. Vraiment, vraiment. Ouais, je pense que le plus difficile, c'est de commencer parce que tu as plein d'a priori. Tu fais pas forcément Mhm. les meilleurs choix, mais une fois que ta stratégie est rodée, voilà, ça roule tout seul, on va dire, et les résultats, ils tombent. Et tu nous disais que tu investissais sur des actions à dividendes. Donc, je vais te poser une question après à ce sujet, mais juste pour nos viewers qui ont dû prendre pas mal de notes, j'imagine, parce qu'il y a pas mal d'informations dans cette interview. Mais comment dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais dit quoi? Parler actions et dividendes.
Ah oui, action, attends, action à dividende. Ah oui, je fais un petit rappel. Un dividende, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est que tu as imaginé que tu as une boulangerie et qu'elle fait 100 euros de chiffre d'affaires. En déduisant toutes ses charges, il lui reste 10 euros. Ça s'appelle son bénéfice. Eh bien, ce bénéfice-là, elle peut soit le réinjecter dans l'entreprise pour acheter d'autres fours, soit pour, comment dire, récompenser les actionnaires. Donc, elle va verser des dividendes aux actionnaires qui ont prêté l'argent pour créer cette boulangerie ou qui ont prêté cet argent pour, comment dire, investir dans du matériel supplémentaire. Donc, c'est une stratégie en bourse, la stratégie dividende, c'est une stratégie parmi d'autres, on va dire, et ça a comme pour objectif principal de percevoir des revenus. Donc, toi, sur quoi est-ce que tu investissais et c'était quoi ton objectif à ce moment-là? Parce qu'après, je sais que ça a évolué, mais quand tu étais sur cette stratégie de dividende, qu'est-ce que tu recherchais et sur quelle entreprise tu investissais et sur quels critères? Alors, j'investissais principalement, donc, enfin, uniquement sur des actions à dividendes. Moi, les dividendes, je les touchais et je les réinvestissais automatiquement. Enfin, automatiquement, non, parce qu'il y a une manip à faire quand même. Tu relances un achat, mais tu repasses un ordre de bourse. Mais voilà, je ne retirais pas les dividendes. De toute façon, je ne pouvais pas puisque c'était sur le PEA. Et tout retrait aurait entraîné la clôture du PEA puisqu'il n'avait pas 5 ans à l'époque. Et puis voilà, mon but, c'était vraiment de créer cet effet boule de neige et de construire un capital pour plus tard, pour dans 20 ans, 30 ans, et dans 30 ans, profiter de ces dividendes comme revenu complémentaire. Voilà. Quand j'ai démarré, mon objectif, c'était ça. Donc, j'ai acheté du AXA, du Danone, du Ruby, du Sanofi, voilà, toutes les grosses actions françaises connues pour verser des dividendes plutôt réguliers et plutôt croissants. Ok. Et sur quels critères tu te basais? Alors, je me basais pratiquement uniquement, c'est l'époque où j'avais lu le bouquin de Bertrand, que je crois que tu as interviewé, il me Ah oui, semble, oui, il était si je déjà dis pas de sur bêtises. la chaîne. Ouais, très intéressant. Ouais. C'était une super interview. Ouais. Voilà. J'avais lu ce bouquin et ben, c'est lui qui m'avait aidé avec son bouquin. Je me suis dit, bah ouais, ça me correspond, c'est carré. J'avais fait d'autres recherches et puis du coup, j'étais un peu parti dans cette optique-là, qui à l'époque me correspondait en tout cas. Quels critères tu regardais sur une Les action? critères, alors je me basais pratiquement, c'était une erreur aussi, hein. Donc là, par contre, je creusais un peu plus. Je savais ce que l'entreprise dans laquelle j'investissais créait, je savais ce qu'elle faisait, évidemment, même si j'avais fait l'erreur au départ d'investir sur des actions où je n'avais aucune idée de l'entreprise, ce qu'elle produisait. Mais je me basais pratiquement essentiellement sur le dividende, pas son montant, mais le maintien de son dividende et sa croissance, les fameux dividendes aristocrates. D'accord. Ouais, donc l'évolution du dividende. Euh, les dividendes aristocrates, effectivement, c'est des entreprises qui versent des dividendes croissants. Donc, imaginons que je verse à nos viewers 1 euro de dividende en 2022. Si en 2023, je verse 1,10 € et que je manque de 10 centimes tous les ans, pendant 25 ans, il me semble, hein, je crois que le critère d'un aristocrate, c'est 25 ans ou 50 selon. Je crois que pour les entreprises américaines, c'est 25. Ouais, c'est 25 ans, hein. Donc, effectivement, Mhm. on a des entreprises qui augmentent les dividendes pendant 25 ans. Et grâce déjà à la force des intérêts composés en réinvestissant les dividendes et grâce à l'augmentation du dividende en lui-même, eh bien, tu as un double effet composé qui est vraiment très, très, très exponentiel et surpuissant à long terme. Donc, voilà la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu Plus la as croissance de l'entreprise en elle-même. tout à fait, effectivement, la croissance du cours de bourse. C'est ça ce que tu disais? Ouais, c'est ça. Ah oui, on a donc cette combinaison des trois facteurs. Donc, au vu de tout ça, pourquoi est-ce que tu as changé? Eh bien, j'ai changé parce que, alors, donc j'ai commencé stratégie plus carrée au niveau des dividendes. Et puis, dans la foulée, je crois que j'ai acheté de mémoire quelques mois après un premier ETF Monde, donc un ETF, un panier d'actions, pour faire très simple, qui suit un indice boursier, donc là, qui suivait le fameux MSCI World, donc un indice mondial qui suit 1600 entreprises avec une seule ligne. Et du coup, c'est à ce moment-là
où rapidement, je me suis rendu compte que j'allais y passer beaucoup moins de temps, même si une stratégie dividende sur le long terme, ça ne prend pas énormément de temps. Mais je n'avais pas suffisamment de fonds à investir parce que je ne pouvais pas épargner suffisamment avec mon petit salaire pour me permettre de construire un énorme portefeuille avec les dividendes. Du coup, j'estimais pas assez diversifié. Du coup, petit à petit, j'ai basculé vers une stratégie 100%, 100% ETF, tout simplement, qui me Ok. correspondait mieux en termes de diversification, parce que voilà, avec un ETF, avec quelques lignes, vous pouvez avoir un portefeuille extrêmement diversifié. J'y passais très peu de temps, puisque j'investissais, ça rejoint la stratégie dividende aristocrate que j'avais avant. J'investissais comme un robot, donc tous les mois, je passais un ordre de bourse sur tel ou tel ETF ou telle action, donc là, ça se rejoignait. C'était très passif, et sur le long terme, c'est performant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et comme j'ai un horizon de placement supérieur à 20 ans, je me suis dit, bon, bah, petit à petit, j'ai vendu mes actions à dividendes, tout avec des plus-values, et j'ai basculé tout le capital vers des ETF, vers un portefeuille 100% ETF. Ok. Est-ce que tu peux expliquer à, à nos viewers, et aussi à moi d'ailleurs, hein, on va dire que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un ETF et par la suite nous dire un peu quelle est ta stratégie, sur quel ETF tu investis, combien et qu'est-ce que tu attends de cet investissement? Alors, donc, un ETF, pour faire très simple, c'est ce qu'on appelle un fonds indiciel. Donc, c'est un fonds. Le premier avantage, c'est qu'avec un ETF, on va payer beaucoup moins de frais qu'un fonds classique. Les frais d'un fonds classique tournent entre 2 et 3% la plupart du temps. ETF, à 95% du temps, on est aux alentours de 0,50%. Donc déjà, en termes de frais, c'est beaucoup moindre. Après, donc, je le disais, c'est un panier d'actions. Pour faire simple, si demain, vous voulez avoir un portefeuille et investir sur un indice boursier, donc un indice boursier, par exemple le CAC 40 français que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler en bourse du CAC 40 en France, donc qui regroupe les 40 entreprises, plus grosses entreprises cotées en bourse en France. Si vous voulez avoir une par une, ça va vous obliger à passer 40 ordres de bourses différents, acheter les 40 entreprises qui composent l'indice du CAC 40 et surtout avoir la bonne pondération, c'est-à-dire le bon pourcentage de chaque entreprise pour finalement avoir la performance globale du CAC 40, donc à la hausse comme à la baisse. Mais si par contre je décide de faire beaucoup plus simple, je vais acheter un ETF CAC 40, qui est donc le panier d'actions qui suit à la hausse comme à la baisse l'indice du CAC 40, et avec une seule ligne, j'aurai toutes les entreprises qui composent le CAC 40 avec la bonne pondération, puisque c'est le fonds lui-même qui va gérer la pondération à l'intérieur de cet ETF. Ça prend beaucoup moins de temps à gérer et ça prend beaucoup moins de place visuellement. Vous avez 40 lignes d'un côté si vous voulez suivre le CAC 40 et d'un côté, vous avez un ETF CAC 40, vous n'avez qu'une seule ligne et en une seule ligne, vous avez un portefeuille de 40 actions diversifiées. Voilà, pour faire simple, c'est ça un ETF, pour faire très Ok. simple. Et ta Après, il y a stratégie, plusieurs du coup, sortes ouais. de… C'était assez clair, hein. Ma Moi, j'ai tout stratégie, compris, hein. tu as tout compris. Du coup, avant Ouais, de ouais. parler de ma stratégie, je vais parler des deux grands types d'ETF. Il y a ce qu'on appelle les ETF distribuants qui vont redistribuer un dividende. Donc là, si vous avez une stratégie où vous voulez dégager un petit revenu complémentaire, eh bien, vous allez choisir un ETF distribuant et de façon mensuelle, trimestrielle, biannuelle ou annuelle en fonction de l'ETF, vous allez recevoir des dividendes que vous pouvez retirer ou réinvestir. Et de l'autre côté, vous avez les ETF qu'on appelle capitalisants qui vont, eux, réinvestir les dividendes automatiquement à l'intérieur de l'ETF et faire grossir la valeur de la part. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous achetez un ETF qui coûte 100 euros pour une part, même s'il y en a qui coûtent beaucoup moins cher que ça, d'autres beaucoup plus cher, peu importe. On imagine que vous achetez un ETF qui coûte 100 euros, qu'il est capitalisant, que tous les ans, les entreprises qui composent cet ETF versent 5 euros de dividendes. Eh bien, au bout d'un an, la valeur de la part, en imaginant que les cours soient stables pour les entreprises, la part vaudra 105 euros et plus 100. Et ça, c'est donc un ETF capitalisant. Il réinvestit automatiquement les dividendes à l'intérieur de la part de l'ETF, tout simplement. Et moi, c'est les ETF que j'ai personnellement choisis parce que j'ai une stratégie long terme d'investissement où je me crée un capital, d'où le choix des ETF capitalisants. Et donc, ça permet en plus quelque chose de super important. Si vous avez une stratégie d'investissement long terme pour vous créer un capital, le fait de choisir les ETF capitalisants, comme les dividendes sont réinvestis automatiquement à l'intérieur de l'ETF, vous n'avez pas à repasser d'ordre avec, par exemple, si vous aviez touché des dividendes, vous allez devoir repasser un ordre pour les réinvestir. Là, c'est
de manière automatique. Donc, vous ne payez pas de frais de courtage, de frais de passage d'ordre. C'est aussi un autre avantage. Ok. Après, moi, j'ai un portefeuille d'ETF très classique sur mon PEA. Il y a quelques classiques, des portefeuilles très classiques avec quelques lignes seulement qui peuvent être faits. Moi, j'ai un ETF Monde, un ETF Emerging Market que tu connais aussi, donc on investit sur les marchés émergents. J'ai un ETF S&P 500 qu'on retrouve aussi dans l'ETF Monde, donc ça fait un petit peu double, mais c'est pour volontairement surpondérer sur les USA. Parce que même si on est dans le PEA, c'est une petite particularité. Là, on va rentrer vraiment dans quelque chose de plutôt technique. On peut avoir des ETF à réplication synthétique qui Ouais, c'est bien permettent, de le dire, c'est bien de le dire. ouais, qui permettent d'investir hors Europe, qui est quelque chose normalement qui n'est pas possible de faire avec le PEA, mais avec les ETF à réplication synthétique. Je peux investir dans des entreprises américaines. J'ai fait simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, mais ça permet de le faire avec certains ETF à réplication synthétique. Voilà. J'ai quoi sinon comme ETF? J'ai un ETF immobilier aussi sur mon PEA de mémoire, je ne sais même plus. Je sais même plus. Comme c'est un portefeuille que je vais voir seulement une fois par mois pour finalement relancer un ordre de bourse, parce que moi j'investis tous les mois 100 euros sur mon PEA, avec Tu plus ou mets tous les moins mois 100 euros. la... Ok. Tu as un versement automatique. Voilà. Qu'est-ce que tu fais Enfin, qu'est-ce que tu fais? Alors, je n'ai pas de versement automatique parce que je ne peux pas le faire sur mon PEA sur Boursorama, mais dès que je reçois mon salaire, je verse 100 euros sur Boursorama vers mon PEA et je décide de quel ETF parmi les quatre que j'ai sur mon PEA je vais renforcer, tout simplement. Ok. Et C'est vraiment de l'investissement comme un... donc, tu as trois lignes, c'est ça. Tu as ces trois ETF capitalisants. Donc, ton objectif, c'est De de. mémoire, je ne me rappelle pas quel est le quatrième, je vais regarder. Je ne me rappelle plus. ETF Monde, c'est sûr. J'ai le Emerging Market, c'est sûr aussi. Hop. Parce que j'ai fait quelques changements en plus récemment. Du coup, je t'avoue que c'est un peu bougé. Puis j'ai aussi donc mon compte titre où j'ai aussi un autre portefeuille 100% ETF. Du coup, j'ai tendance à un peu me mélanger, je t'avouerai. Ouais, si on Je peut te dis avoir ça ce que tout de tu as dans suite, le dès que ça PEA, veut bien. ça peut donner C'est quelques très idées à classique, nos hein. Vraiment, ce que investisseurs. j'ai, c'est vraiment les ETF les plus classiques et les plus communs pour un PEA. Je te le dirai si mon ordinateur veut bien marcher. Hop, allez, on y est. Donc on a l'ETF Monde. Mais en fait, voilà, c'est ça que j'avais oublié. J'ai deux ETF Monde en fait. J'en ai un chez l'émetteur Amundi et un chez l'émetteur Lixor. Pourquoi? Je vais expliquer, c'est très simple. Ils suivent tous les deux le même indice, donc l'indice MSCI World. Mais depuis quelques temps, le prix de l'ETF chez Amundi, l'ETF Monde, le prix de la part est très haut. Il est à près de 400 euros pour une part. Donc, je ne peux pas me permettre tous les mois, évidemment, d'acheter une part de cet ETF qui coûte 400 euros, puisque je ne peux pas acheter une fraction d'ETF sur mon PEA chez Boursorama. Du coup, j'ai un doublon qui est l'ETF de chez Lixor, qui est aussi un autre ETF qui suit le même indice, le MSCI World. Mais là, le prix de la part est à peu près de 25 euros, ce qui fait que je peux le racheter sans aucun problème. Ok. Voilà, donc en fait, c'est Effectivement, 4 j'avais vu qu'il ETF, était mais à un 400. doublon. Ouais. Ouais, il est là, tu vois, cours actuel, 398 euros chez Amundi, alors qu'il est à 24 euros chez Lixor. Ouais, il faut les sortir, il faut les sortir. Ouais, C'est donc ça. là, on a, comment dire, un aperçu de ta stratégie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, hein. On parle de PEA, d'assurance vie, d'ETF. On parle aussi d'actions individuelles, actions à dividendes, d'ETF World, Lixor, Amundi et compagnie. Ça peut faire beaucoup de choses, hein, pour une personne qui découvre le milieu de l'investissement. Donc, juste pour finir notre petit entretien, on va dire, euh, on va prendre le cas d'un Français moyen. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais d'un Français moyen qui gagne 1500 euros net. Donc, peut-être que vous, derrière l'écran, vous gagnez plus, vous gagnez moins, hein, ce n'est pas la question, hein. Vous gagnez 1500 euros net, vous avez un métier où vous bossez 35 heures, vous n'avez pas fait d'études de finance, vous n'êtes pas banquier non plus, quoique certains banquiers demandent des conseils, et vous cherchez
comment dire, à passer sous, moi, ce que j'appelle l'état de sous-perfusion en mode tu attends le salaire à chaque fin de mois et tu dépenses tout et rebelote le mois suivant, au statut de à l'aise financièrement, voire même de l'abondance financière. Est-ce que tu comprends un peu comment dire, le cas pratique que je te soumets? Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'en plus, moi, je suis Voilà, ouais. entouré de personnes qui gagnent moins de 1 500 € de toute manière, dans mon Et je pense que entourage, ça mes collègues représente une grosse mes collègues part, de une boulot. grosse majorité Donc, c'est vrai que des c'est Français, ouais. Ouais. exactement. Exactement. Du coup, clairement, oui. Et je crois que c'est le cas, voilà, de beaucoup de Français, encore plus maintenant, on le sait, avec l'inflation qui grimpe, l'essence, l'alimentation, les matériaux, c'est la folie. Et, euh, et c'est possible quand même avec 1 500 € par mois, même si actuellement, vous n'arrivez pas à gérer ou à vous en sortir, avec votre argent, c'est possible de faire des choses et de mettre des choses en place. Après, évidemment, avec un salaire de 1 500 €, vous n'allez pas devenir multimillionnaire en 3 mois. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut jouer à l'euro-million, mais les chances de gain sont infimes, je suis désolé de vous le dire. Après, il faut se dire aussi que, donc toi, tu as parlé d'une personne qui dépense tout son salaire. Moi, je pense qu'il faut séparer la personne qui gagne 1 500 € par mois et qui finit dans le rouge tous les mois parce qu'elle a trop dépensé, et la personne qui est dans le rouge tous les mois, pas parce qu'elle a trop dépensé, mais peut-être parce qu'elle a trop de charges, parce que Ouais. son loyer est trop haut, qu'elle a trop de... C'est deux cas différents. Parce que moi, je remarque, mes collègues me parlent beaucoup d'argent, viennent poser beaucoup de questions, que beaucoup ne s'en sortent pas, mais parce que voilà, leurs dépenses sont trop hautes, mais ils ne veulent absolument rien changer. Voilà. Donc, ce serait quoi La la première première chose à étape prendre en du compte, coup? c'est Ouais. que la première étape, c'est avant même de faire quoi que ce soit, c'est si vous voulez changer, vous pourrez le faire, mais par contre, il faut être conscient qu'il va y avoir des moments difficiles, qu'il va falloir faire des choix et qu'il va falloir faire des sacrifices, très certainement, pour s'en sortir. Parce que si actuellement, peut-être ça fait n'importe quoi, 3 ans que vous gagnez ce salaire, 3 ans que vous ne vous en sortez pas, c'est qu'il y a quelque chose dans votre gestion de l'argent qui ne fonctionne pas. Donc, il va falloir faire des changements qui seront certainement pas très confortables pour pouvoir changer. Parce que si vous ne changez rien, rien ne changera finalement. Donc ça, c'est la première étape avant même de faire quoi que ce soit. Oui, des moments difficiles, il y en aura, parce que votre salaire ne vous permet pas de faire des miracles en un claquement de doigts. Après, si on parle du fait de finir à découvert parce qu'on dépense trop, c'est qu'il faut revoir la base. La base, c'est un budget carré, et il doit être d'autant plus carré que vos revenus ne sont pas extensibles et que vous n'avez pas un revenu de 5 000 € par mois qui permet parfois un petit peu de marge. Ça dépend aussi de ses habitudes, bien évidemment. Donc la première étape, après la prise de conscience, c'est se poser, apprendre, si on ne l'a jamais fait, à faire un budget, regarder quelles sont les dépenses Hmm. fixes, donc votre loyer, votre crédit immobilier, les dépenses qui reviennent tous les mois et pour le même montant. Et puis regarder ces dépenses variables sur 2, 3 mois, donc les restos, les cinés, et regarder où part votre argent, parce que beaucoup, en fait, de personnes disent qu'elles sont à découvert, qu'elles ne s'en sortent pas, et quand on leur demande dans quoi tu dépenses, elles sont incapables de le dire. Donc, si on ne passe pas par cette étape, c'est impossible de s'en sortir, en fait. C'est vraiment la base de tout. Le budget, ça paraît tellement ennuyeux pour beaucoup, pourtant ça l'est pas. Ça l'est une fois, peut-être, ça peut paraître ennuyeux, mais c'est un vrai confort et c'est une étape obligatoire pour pouvoir finalement s'en sortir. Donc, première Et ce étape, le budget, il va budget. permettre le budget. Ok. Après, il va falloir faire du tri. Si vous dépensez trop, éliminer les dépenses superflues. Il va peut-être falloir, par exemple, supprimer l'abonnement de 30 € à la salle de sport où finalement vous n'allez pas, ou vous allez peu. Ou alors peut-être espacer les rendez-vous chez le coiffeur, vous allez tous les 15 jours, les espacer tous les mois, peut-être. Ou alors carrément les supprimer si Ou alors tout vraiment raser, vos hein, ouais. dépenses On sont trop rase tout, c'est importantes, bon, par exemple. hein. Et puis, beaucoup de personnes, malheureusement, contractent aussi des dettes et des crédits parce que c'est des produits, c'est pas un produit, c'est proposé par les banques, et les personnes pensent que je fais un crédit, j'achète un nouveau salon avec une nouvelle télé, et je fais un crédit de 3 000 €, voilà, c'est fait. Sauf que c'est des dépenses qui viennent s'ajouter à votre budget mensuel. Contractez pas de crédit si vous n'avez pas l'argent, n'achetez pas. Faites votre budget,
apprenez à faire le tri dans vos dépenses. Le deuxième objectif, après le budget, c'est pouvoir se dégager une capacité d'épargne. Donc, dégager de l'argent que vous pouvez épargner pour pouvoir Ok. justement subvenir à vos besoins et dans un premier temps, construire la fameuse épargne de précaution qui est la base, le socle en finances personnelles. L'épargne de sécurité, c'est le matelas en cas de crash, l'airbag dans la voiture si vous n'avez pas votre ceinture. Voilà, c'est vraiment la base. Donc, le budget pour pouvoir connaître ses dépenses, ses revenus et pouvoir dégager une capacité d'épargne qui va permettre donc d'épargner de l'argent. Après, je précise aussi que beaucoup de personnes, malheureusement, elles touchent leur salaire le premier, le 2, le 3 du mois et se disent, bon, bah, s'il me reste de l'argent en fin de mois, j'économiserai de l'argent. Mais qu'est-ce que font 99% des personnes? Finalement, elles voient qu'il leur reste de l'argent sur leur compte et elles piochent dedans jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sauf que quand on gagne un salaire de 1 500 euros par mois ou moins, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre et du coup, en fin de mois, comme il n'y a plus rien, eh bien, on n'épargne pas. Quelque chose de très simple que je sais que tu connais, c'est le fait de se payer, ce qu'on appelle se payer en premier, le fait d'épargner tout de suite en début de mois. Une fois qu'on sait qu'on a fait notre budget, qu'on peut épargner par exemple 30 euros tous les mois, peut-être que 30 euros, ça va vous paraître dérisoire, mais l'important ici, c'est de créer une habitude. Vous n'avez pas un salaire qui va vous permettre d'économiser 500 euros par mois. Eh bien, si vous pouvez économiser même 10 euros tous les mois, faites-le, mais tous les mois, vous allez créer une habitude qui est super importante pour la suite. Il vaut mieux épargner 10 euros tous les mois que 120 euros une fois par an. Le montant, c'est le même, mais l'habitude que vous avez créée, elle est tellement, tellement importante pour la suite. Et une fois que vous allez créer cette fameuse épargne de précaution, donc ce matelas de sécurité, donc, qui correspond, la plupart du temps, on dit pour une personne en CDI, 3 à 6 mois de salaire ou de dépenses, selon comment vous comptez, déjà, vous allez pouvoir souffler. Ça va vous enlever 10 kilos de chaque côté des épaules. Et là, vous savez que vous avez un petit pécule pour assurer vos arrières si la machine à laver tombe en panne, si le frigo tombe en panne, s'il y a des réparations imprévues sur la voiture. Donc, c'est Après, une le fois que gilet de ça c'est fait, sauvetage, c'est ça? exactement, exactement. Et C'est la deuxième étape, c'est ça, hein? c'est tellement basique, mais tellement obligatoire. Je vois tellement de personnes autour de moi qui gagnent des petits revenus et qui vivent vraiment à l'euro près, mais qui n'ont pas un euro de côté. Euh, et qui n'essayent même pas en fait. Pour elles, c'est normal de vivre constamment à découvert, au maximum de leur découvert autorisé. C'est devenu la normalité. Alors que non, on va clairement vers des temps compliqués avec l'inflation et vos salaires ne vous permettent pas malheureusement d'avoir vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc, il faut absolument se la créer par cette épargne de précaution. Par la suite, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire fructifier votre argent, mais pour ça, il va falloir acquérir des connaissances, lire des livres, consommer du contenu qui est gratuit sur YouTube. Pourquoi pas, si vous trouvez quelque chose qui vous convient, acheter pour une petite formation, mais ce n'est pas obligatoire dans un premier temps. Vous allez avoir énormément de contenu qui est totalement gratuit sur YouTube, dans les livres, sur les blogs. Vous pouvez déjà apprendre des bases qui vont vous permettre par la suite de comprendre les mécanismes de base d'un investisseur et de l'investissement et vous permettre de faire fructifier tout simplement votre argent et petit à petit sortir la tête de l'eau. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, si vous construisez votre épargne de précaution, c'est clairement, donc, je le disais, une étape essentielle. Mais comme je le disais, c'est la première étape qui va vous permettre après de pouvoir épargner pour un projet et pouvoir après épargner pour investir et gagner des revenus complémentaires, si vous le souhaitez évidemment. Donc, c'était la troisième étape, ça, faire J'ai beaucoup parlé. fructifier son argent, c'est ça, hein? Ouais, après, quand on a des petits salaires, le problème, c'est que des métiers avec des salaires bas, on a peu de capacité la plupart du temps d'évolution et peu de capacité d'avoir donc des augmentations de salaire ou des changements de poste qui vont faire une grande différence. Si une personne elle arrive à avoir peut-être 100 euros net d'augmentation, quand on gagne 1500 euros, ça peut paraître peu, mais sur une année, c'est déjà énorme. Et surtout, quand vous dégagez des revenus complémentaires, si vous y arrivez, ne changez pas votre façon de vivre. Vous gagnez 50, je dis n'importe quoi, vous gagnez 1500 euros aujourd'hui. Vous avez la chance d'avoir une augmentation de salaire. Vous êtes augmenté de 50 euros net par mois. Eh bien, ne changez rien à votre façon de vivre, mais les 50 euros d'augmentation que vous avez mensuelle, profitez-en pour les épargner et si vous le souhaitez, les investir. C'est le meilleur moyen quand on a un petit salaire, finalement, de construire quelque chose de plus gros. Par contre, évidemment, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire en quelques mois. J'ai pris des notes, j'ai pris des notes. De toute façon, je pense que je mettrai un petit récapitulatif dans la description de la chaîne YouTube.
Donc, si je fais une petite synthèse de tout ce que tu Yes. nous as dit, c'est dans un premier temps, évaluer vraiment ses dépenses, regarder déjà si, comment dire, si certains postes de dépenses prennent l'ascendant sur d'autres. Regardez par exemple si j'ai un loyer trop élevé, hein, ça peut être le cas des personnes qui habitent à Paris. Je sais que j'ai des copains qui ont comment dire, un loyer de 900 euros pour un petit studio. Ils gagnent 2000 € par mois Mhm. et ça grignote énormément. Donc, regardez les dépenses qui prennent le dessus et établir un budget avec les recettes, les dépenses et voir si, comment dire, les recettes sont supérieures aux dépenses. C'est ça? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent pas et qui en fait ne se rendent même pas compte qu'elles ont plus de dépenses que de rentrées d'argent. Donc Ouais, ça passe ouais, déjà bah, avec par tout là, ce qui voir. part, ouais, ouais, effectivement, effectivement, bah, avec les paiements par carte bleue, tu es souvent dans l'émotion en fait, hein, Vraiment. quand tu payes par carte, tu es un peu dans l'euphorie, tu es avec des amis, tu es au bar et voilà, tu te réveilles le lendemain, tu vois moins 70 sur ton compte, tu es assez étonné, quoi. C'est ça, Et c'est ensuite, ça. une fois qu'on Il y a a fait plein de ça, façons dis-moi, dis-moi. il y a plein de façons quand on a à trop dépensé avec sa CV, parce que finalement l'argent il passe pas dans les mains, on se rend pas compte. Payer en cash, ça peut être une bonne idée. Parce que tendre sa carte et payer, comme tu dis, 70 euros au bar ou avoir 70 euros en espèces dans les mains, c'est totalement différent. Quand on tend 70 euros au barman, on se rend compte de ce que c'est et on peut même se dire, je donne 70 euros au barman, combien d'heures de travail à combien d'heures de travail ça correspond pour moi 70 euros? Une heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, peut-être une journée de boulot, peut-être 2 jours de boulot en fonction Ouais. du temps de travail et du salaire. Ça, c'est quelque chose de facile à mettre en place et qui peut créer un petit déclic. Donc, si je résume bien les étapes, dans un premier temps, je fais un budget avec les recettes, les dépenses. Je regarde s'il me reste, si j'ai plus de recettes que de dépenses, et dans le cas contraire, j'essaye d'agir sur la dépense qui plombe le budget, c'est ça? Mhm. Ensuite, Bien sûr, sur les dépenses importantes ok. Deuxième étape, et puis sur les petites. Excuse-moi, je t'ai pardon, coupé. ouais, il y a un petit décalage. Deuxième étape, du coup, c'est créer une épargne de Deuxième précaution. étape, Ouais, ouais, c'est ça, ça va être créer son épargne de précaution, voir déjà par le budget si on peut se dégager cette fameuse épargne. Et pour donc, une fois qu'on arrive à dégager une partie de cette épargne, se créer ce fameux matelas de sécurité pour souffler, tout simplement. ok, super. Et troisième étape, une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai le budget, que j'ai mon épargne de précaution pour les coups durs, eh bien, je cherche à faire fructifier mon argent. Voilà, prendre en main son argent, pas laisser dormir l'argent sur ses livrets, puisqu'il est directement impacté par l'inflation. Donc, il est grignoté, en fait, finalement, jour après jour, par l'augmentation des prix et la perte de la valeur de la monnaie, tout simplement. Ok, ok. Bah, je pense que ces trois étapes, déjà, elles sont très importantes. Donc, je pense que ça va en inspirer plus d'un. Je pense que ça va vraiment aider nos viewers à décoller financièrement. C'est des conseils qui paraissent un peu bateaux comme ça, mais si vous les suivez euh, dans l'ordre chronologique et que vous jouez vraiment le jeu, ben, il n'y a pas de. Franchement, je pense que les résultats C'est ça. viendront assez naturellement. Donc, Lohan, Exactement. si tu avais un conseil à donner à nos chers téléspectateurs, un conseil à faire, comment dire, quelque chose à faire dès demain matin. Imaginons que voilà, qu'ils soient vraiment à fond dans la vidéo, qu'ils aient aimé le contenu et qu'ils ont envie de se lancer et commencer par la première étape déjà. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire dès demain matin? Il se lève à 9 heures, il est dimanche, 9 heures du matin, il a un peu de temps. Qu'est-ce qu'il peut faire pour amorcer la dynamique? Eh bien, tout simplement commencer par la première étape, donc l'étape du budget. Donc, prenez votre dernier relevé de banque, vos 3 derniers relevés de banque, c'est encore mieux. Regardez toutes vos rentrées d'argent, pas forcément que les salaires, on pense qu'aux salaires, mais si vous avez des prestations sociales, il faut évidemment les mettre dedans, ou encore des pensions, si vous touchez d'autres pensions ou d'autres choses, pardon. Et après, prenez en compte toutes vos dépenses et souvent beaucoup qui sont oubliées. On pense évidemment à son loyer, son crédit, on pense à ses assurances, l'alimentation et on oublie plein de choses.
On oublie l'abonnement Netflix, on se dit que c'est 8 euros ou 9 euros tous les mois, on oublie la salle de sport, on oublie la redevance télé, même si pour beaucoup, elle va s'arrêter à l'automne. On oublie la taxe pour les ordures ménagères. On oublie toujours des choses. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans la construction d'un budget, la plupart, il y avait au moins 5 ou 6 lignes tous les mois qu'elles oubliaient. Et en fait, ces 5 ou 6 lignes représentaient parfois plus de 100 euros par mois sur leur budget. Donc 100 euros, quand on a un salaire de 1500 euros, c'est énorme. C'est énorme. Donc prenez vraiment le temps de vous poser. Prenez un papier, un stylo, utilisez un fichier Google ou un tableau Excel si vous êtes à l'aise avec cet outil. Notez toutes vos dépenses, même celles qui peuvent paraître infimes, et regardez là où vous allez pouvoir tout simplement épargner, enfin économiser dans un premier temps, puisque beaucoup de personnes, en fait, je vous parlais de sacrifices, ne sont pas prêtes en fait finalement à faire les sacrifices nécessaires, en tout cas au départ, pour pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est ça qui est, pour moi, à l'heure actuelle, le plus difficile. Les personnes veulent s'en sortir, mais le petit salaire empêche d'avoir une grosse marge de manœuvre. Elles ne veulent pas changer leurs habitudes. Elles veulent continuer à dépenser 150 euros de coiffeur tous les mois, donc 10% de leur salaire. Elles veulent continuer à aller au bar 3 fois par semaine et donc claquer 200 euros dans les boissons, dans les sorties. Bien sûr, il faut savoir se faire plaisir, mais il faut savoir aussi, donc on le disait, avec un petit salaire, il va falloir faire des sacrifices à un moment ou à un autre. Et du coup, j'aimerais rebondir sur un message que j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière d'une dame qui est abonnée à ma chaîne, je ne dis pas son prénom ici, qui Peut-être m'a qu'elle se envoyé un mail. reconnaîtra. Oui, je suis sûr que oui. Elle m'a envoyé un mail pour me dire que pour la première année depuis 10 ans, elle a pu partir en vacances, emmener ses enfants en vacances. Chose qu'elle n'avait jamais pu faire parce qu'elle vivait toujours au-dessus de son découvert autorisé avec un salaire de 1400 euros par mois. Et puis, donc, ça a pris 1 an et demi pour elle à sortir la tête de l'eau, construire sa première épargne, petite épargne de précaution. Et puis, finalement, elle a pu partir en vacances avec ses 2 enfants. Elle n'est pas partie à l'autre bout du monde. Elle est partie à 50 km de chez elle dans un petit camping, mais elle a pu emmener ses enfants en vacances pour la première fois, 7 jours, pour la première fois depuis 10 ans. Et franchement, c'est une belle victoire pour elle. Je suis super content. Comme quoi, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire, mais cette dame a dû faire évidemment des sacrifices. Et on croit en vous, hein. On croit en vous, hein, les Exactement. Vous chers pouvez le faire. viewers. Bon, en tout cas, Lohan, merci pour ton temps. Merci pour tous les conseils que tu nous as apportés dans cette vidéo. Je pense que ça va en aider plus d'un. Merci à toi. Ah, merci. Ça va en aider plus d'un à, comment dire, à mettre de l'ordre dans ses finances et vraiment passer à l'étape supérieure. Parce que entre nous, hein, comment dire, vivre comment dire, pas de l'abondance financière, mais vivre en ayant les moyens de se dire, bah, si je perds mon travail, j'ai l'épargne de précaution. Si je perds mon travail, j'ai ce capital de 60 000. Ou bien même le fait de se dire qu'on a un capital conséquent pour aller sur des projets qui étaient impossibles encore il y a 2, 3 ans, eh bien, c'est un confort de vie, on va dire. C'est un confort de vie. Ça va vraiment permettre d'apporter de la sérénité, en fait. Ça peut paraître ennuyeux au départ de dire je mets le nez dans mes finances personnelles, j'ai pas envie de faire un budget, c'est chiant. Mais au final, ça va vous apporter de la sérénité et peut-être vous faire retrouver le sommeil si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous dites, bah mince, j'ai pas d'argent sur mon compte et j'ai telle dépense, j'ai le garagiste à payer et je ne sais pas comment je vais faire et je ne peux plus faire de crédit. Et voilà. C'est vraiment important. C'est très important. Il faut que vous mettiez le nez dans votre argent et vos finances personnelles, quel que soit votre objectif, même si vous ne voulez pas investir. Euh, je ne suis pas tout seul à avoir un petit salaire et à m'en sortir. Je dis toujours que ce n'est pas question que de revenus, même si bien évidemment c'est plus facile de vivre avec 5 000 euros par mois qu'avec 1 500 ou moins. Il est évident que vous avez moins de marge de manœuvre, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas impossible. J'y arrive, il y en a plein d'autres qui arrivent aussi, mais ça demande des choix, des sacrifices. Si vous voulez le faire, vous le pourrez sans aucun problème. Je ne suis pas inquiet pour vous du tout. Super, Lohan, merci, merci beaucoup. On va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, hein, si vous avez des questions sur comment faire un budget, sur
comment dire, sur l'investissement via les ETF, vous voulez commencer, vous ne savez pas par où commencer, et posez dans les commentaires. Je pense que Lohan, toi, tu pourras aussi répondre, on répondra conjointement. Donc, n'hésitez vraiment pas, hein, c'est aussi la plus-value. Et merci encore, Lohan. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt, peut-être pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Salut! C'est fort possible. Ciao, ciao, merci.